Vous écoutez Walt Disney, l'homme qui voulait changer le monde, deuxième partie. Au début des années 40, alors que le monde s'enfonce dans la guerre, Disney quitte ses studios historiques d'Hyperion et inaugure à Burbank ses nouveaux locaux. Plus que jamais, il les conçoit comme un monde à part, rêvant même d'y construire un immeuble d'habitation pour que ses employés ne soient plus obligés de rentrer chez eux en fin de journée. Une ville dans la ville, avec stations-service, bars, salles de sport, toujours ce désir étrange de créer un univers clos et réglementé, où le meilleur pourrait être produit par des êtres à la fois disciplinés et heureux. Hyperion, c'était organique. Ça a poussé comme une espèce de champignon dans la forêt. Burbank, c'était comme une carte mère, en fait, sur un ordinateur. Sabrina Calvo, autrice de Un regard critique sur les trois caballeros de Disney. C'était des cellules reliées avec des processus bien établis, avec des chaînes de commandes, avec des chaînes de production. Voilà, c'est vraiment une industrialisation, quoi. Je pense que ça partait d'un bon sentiment à la base. Je pense qu'il avait vraiment besoin et envie de donner à ses employés un endroit, un bel endroit. Mais à partir du moment où il a créé Burbank, Disney était quelqu'un de très très riche, il était déjà plus avec eux. Il était déjà dans une autre sphère. Disney va grandir, va se lancer dans des projets de plus en plus ambitieux, des séries où toutes les semaines il faudra livrer un nouveau dessin animé. Serge Brombert, spécialiste du cinéma d'animation. Et inévitablement, la famille grandit, Disney se retrouve un petit peu isolé avec ses quelques proches au sommet de cet empire, et en réalité, il ne se rend pas très bien compte que, au fond, son statut vis-à-vis de son personnel change. Et plus l'entreprise va grandir, et plus il va avoir de difficultés. Moins il va connaître les gens un par un, par leur nom. Bruno Girvaud, commissaire de l'exposition Il était une fois Walt Disney au Grand Palais. Et là, je pense qu'il n'est pas fait pour diriger une entreprise. Il est fait pour diriger une communauté de créateurs qui ont un seul objectif, c'est celui de créer un beau film. Les animateurs vont se plaindre que c'est plus la même ambiance. C'est un peu une usine. On croise plus Walt Disney. Certains même le connaissent même pas, ils l'ont même jamais vu. Sébastien Roffa, auteur de Disney et la France. Alors que, évidemment, dans les autres studios précédents, tout le monde le connaissait. Même s'il faut qu'on l'appelle Walt et pas Monsieur Disney, pour certains, ça devient très hypocrite et ça devient même du paternalisme. Et il ne comprend pas cette mutation. Il ne comprend pas que tout d'un coup, il devient un exploiteur. Il emploie des employés, et notamment des femmes, sur ce qu'on appelle les intervallistes, celles qui font les dessins sur les celluloïdes, qui sont sous-payées, c'est un travail taylorisé. Il ne voit pas ça. Il pense qu'il vit toujours dans cette communauté du départ, où on est très peu nombreux, où on est tous tendus vers un seul objectif, et il pense que c'est encore ça. Coup sur coup, Disney sort 4 nouveaux films, 4 nouveaux longs métrages qui sont avec Blanche-Neige ses plus grands chefs-d'œuvre. Pinocchio, Dumbo, Bambi et l'incroyable Fantasia. Fantasia, c'est le grand œuvre de Walt Disney. C'était son rêve absolu depuis le début de sa carrière. Il a toujours envisagé que Fantasia serait son œuvre en mouvement, que Fantasia ne serait jamais finie. On est quand même dans la fin des années 30. Mickey est pas si vieux que ça. Christian Renaud, auteur de Les héroïnes Disney. Et on passe des petits films de gag à ce film, une espèce d'ovni, quoi, où on a des images abstraites, des formes comme ça, des ondulations sur de la musique. En plus, musique classique. Musique classique, on n'y touche pas. Ça, c'est fait pour une certaine élite, etc. Et c'est exactement ce contre quoi voulait lutter Walt Disney. Il disait non, la musique classique, c'est formidable, mais il faut que ça touche tous les gens. C'est là que je pense qu'on peut qualifier Disney de vrai créateur. Son frère l'alerte. Attention, qu'est-ce que c'est ces musiques ? Il faut imaginer, Stravinsky, quand même. L'oiseau de feu, c'est mettre ça dans un dessin animé, tout le monde dit que c'est de la folie. Lui, c'est un choix artistique. Il ne va pas transiger sur la qualité de la diffusion de la musique. Ça va coûter une fortune, le film ne marchera pas. Il s'en doute, mais pour lui, il va au bout de sa démarche. On n'imagine pas aujourd'hui, dans une industrie aussi importante que le dessin animé, qu'on prenne un tel risque artistique. Disney le fait sans aucune hésitation. Et du coup, naît une idée incroyable. À l'époque, on parle beaucoup de Salvador Dali. Salvador Dali qui était dans les années du muet, dans Le Chien andalou, dans tous les films d'avant-garde, très artistiques. C'était un peintre extraordinaire. On en parlait un peu à Hollywood. Disney se dit, je vais confier à Salvador Dali, qui ne connaît rien à l'animation, la réalisation du prochain dessin animé de Fantasia. Hélas, le projet sera abandonné après quelques essais
et le premier Fantasia restera comme la dernière statue de l'armée d'argile de Disney, l'un des derniers témoins de son âge d'or. Car à n'en pas douter, les années 40 marquent une césure radicale dans sa vie et son œuvre. Financièrement, les années de guerre sont une période particulièrement difficile pour Disney, les ventes de billets ne suffisant plus à couvrir les phénoménales dépenses de sa société. Mais c'est à l'intérieur même de son entreprise que le pire se produit. Impossible, impensable, insensé. Ses propres salariés, souhaitant se syndiquer, se révoltent. Et pas seulement les innombrables petites mains, exploitées, méprisées, vouées aux tâches les plus ingrates et les plus répétitives. Non, se soulèvent également ses dessinateurs, les stars de son studio, les véritables tailleurs de pierre de sa cathédrale personnelle. Les regardant défiler devant lui, Walt n'en croit pas ses yeux. Manifestations, pancartes, tracts, piquets de grève. Burbank ne ressemble plus en rien au monde magique que le signifiant Disney devait incarner. Entre Blanche-Neige et Pinocchio, Frankenstein venait de se glisser dans cette histoire. La créature dressée contre son créateur. Il ne comprend pas qu'on puisse faire grève, surtout chez lui. Et pour lui, c'est une trahison et il va être extrêmement maladroit dans la gestion de cette grève, parce qu'il ne la comprend pas. Disney, du jour au lendemain, va se dire, finalement, ce personnel-là, c'est une bande de gauchistes, c'est une bande de gens qui ne veulent que revendiquer, qui ne se rendent pas compte de la grandeur de mes rêves, de la grandeur de ce que je construis, et donc s'ils ne veulent pas de moi, je ne veux pas d'eux. La grève de 41, c'est juste l'empêcher de faire des films. Lui, il ne voit que ça. Il ne voit que ça, et il va devenir farouchement anticommuniste, parce qu'il est persuadé que les communistes ont infiltré son entreprise et sont là pour couler son entreprise. Donc il va les détester. Mais c'est juste parce qu'il pense que ça nuit à la réalisation et à la qualité de ses films. Disney révèle sa plus grande faiblesse, son incapacité à s'identifier à tout autre qu'à lui-même ou qu'aux enfants, ses alter ego. Et à partir de cette grève de 1941, plus jamais il ne se sentira en symbiose avec son studio. Et plus jamais il ne prendra le même plaisir à créer des dessins animés dont il va du coup se détourner peu à peu. Une demande du gouvernement tombe alors à pic. On propose à Disney de partir en Amérique latine et de devenir porte-parole officiel des États-Unis. Il faut dire qu'il avait gagné ses galons de patriote dès le début de la guerre. Opposé dans un premier temps à l'engagement des États-Unis dans le conflit, il s'était personnellement impliqué dans le combat contre les nazis. Ouvrant grandes les portes de son studio, il travaille quotidiennement avec les militaires américains et ses personnages deviennent les héros des films de propagande. Au sortir de la guerre, Disney est un autre homme. Alors que les États-Unis vont connaître l'une des périodes les plus sombres de leur histoire, le macartisme, il n'hésite pas un instant à se ranger du côté de ceux qui broient la démocratie américaine. Bourgeois triomphant, clairement réactionnaire, il accepte même d'apparaître publiquement comme un agent du FBI. C'est ainsi qu'il témoigne en 1947 à la Commission des activités anti-américaines, dénonçant plusieurs des grévistes de son studio dont il voulait se venger. Un peu avant cette délation publique, Disney avait déjà franchi une ligne rouge aux yeux d'une partie de l'opinion publique en produisant Mélodie du Sud. Cette adaptation d'un livre qu'il adorait enfant, tout en comportant des moments d'animation, est son premier long métrage avec des images réelles et de vrais acteurs. L'histoire se déroule dans le sud des États-Unis, après la guerre de sécession, et dépeint une relation idyllique entre les Blancs et les Noirs, entre les maîtres et les esclaves, qui chantent gaiement dans leurs jolis champs de coton. L'indignation est générale, et les associations de défense des droits civiques accusent Disney d'avoir glamourisé l'esclavage. Disney,
qui par naïveté, aveuglement ou provocation, organise la première de son film à Atlanta, en Géorgie. État raciste qui interdira aux comédiens noirs d'assister à la première de leur propre film. Sans aucun doute, Mélodie du Sud a contribué pour une grande part à la légende noire de Disney. Légende noire alimentée également par les stéréotypes antisémites qu'on retrouve dans plusieurs de ses premiers dessins animés, comme dans cette version des Trois Petits Cochons, où le grand méchant loup est antipathique comme il se doit, mais représenté sous les traits d'un colporteur juif caricatural à l'accent yiddish prononcé. Et puis, il y a surtout les liens que Disney est supposé avoir entretenus avec les nazis, accusations tenaces mais fausses et reposant sur un singulier malentendu. C'est Goebbels qui écrit dans son journal que Blanche-Neige est pour lui le film le plus merveilleux qu'il ait jamais vu. Sébastien Roffa, auteur de Disney et la France. Et les nazis sont fascinés par Disney, sont fascinés par le cinéma en général, mais Disney étant l'absolu de l'animation, ils vont tout faire pour que Blanche-Neige soit projetée en Allemagne. Et c'est là où Disney ne veut pas que Blanche-Neige soit projetée en Allemagne. Or, les Allemands ont déjà commencé une version allemande, et il y a une version allemande qui existe, mais qui ne sera jamais projetée, sauf pour Hitler. Et Hitler adore Blanche-Neige, tant et si bien qu'ils ordonnent la création de la Deutsche Zeichenfilm, qui est une société allemande de dessins animés. Et la feuille de route de ce studio, c'est de faire des dessins animés à la Walt Disney. Et du coup, on va prendre les cartoons de Disney, on va les mettre image par image pour les recopier, pour comprendre le secret de l'animation Disney. On peut reprocher à Disney certaines prises de position, notamment au cours du macartisme. Enfin, c'était quelqu'un qui n'était absolument pas d'extrême droite, il y a aucun doute là-dessus. Je ne le crois pas fascisant, je le crois totalement étranger à tout ce qui est politique. Bruno Girvaud, commissaire de l'exposition Il était une fois Walt Disney au Grand Palais. Voilà. Et quand il s'en mêle, en effet, il fait plutôt les mauvais choix. En tout cas, il fait ceux qui correspondent à son époque et à son statut, mais jamais au-delà de cette limite. Alors, je crois vraiment à un fort conservatisme, mais pas au-delà. Quoi qu'il en soit, les États-Unis de la fin des années 40 ne tiennent pas rigueur à Disney de ce que lui reprochent tout au plus quelques intellectuels. Et Walt, qui depuis 1933 est le père de Diane, et depuis 1936 celui de Sharon, qu'il a adopté, devient même le père de l'Amérique tout entière. Pour des millions d'enfants, Disney sera Oncle Walt, un personnage imaginaire au même titre que Mickey, ce qui l'amènera progressivement à contrôler son image comme si sa vie elle-même était scénarisée. C'est une image qui apparaît surtout après la Deuxième Guerre mondiale, et qui sera renforcée par ses apparitions à la télé. Lui-même se dit « Oh là là, c'est une image qui est parfaite, quoi. Il faut que je sois ce Walt Disney-là pour les gens. » Christian Renaud, auteur de Les héroïnes Disney. Et c'est vrai que ça correspondait finalement moyennement à ce qu'il était en réalité, quoi. Le Walt Disney qu'on connaît, c'est pas le vrai Walt Disney. Le Walt Disney qu'on connaît, c'est une image, c'est une marque. Le Walt Disney, le vrai, c'est il fume, il boit. C'est pas du tout le personnage qu'on veut présenter. Donc il y a ça aussi entre le personnage qu'il s'est lui-même forgé et qu'il joue en quelque sorte devant le public, et puis le personnage qu'il est aussi en privé. C'est étonnant, dans ces films de famille, on voit bien qu'il est filmé un peu dans l'idée « Ah, ça ce sera des archives pour plus tard, pour raconter qui était Walt Disney ». C'est absolument incroyable à quel point il y a un contrôle de l'image de Disney. Chaque geste de sa vie est en réalité prévu. Quand on le voit s'amuser dans les studios Disney avec ses enfants, etc., c'est amusant. Sauf que quand il prend son vélo et qu'il roule avec, c'est bizarre, la caméra se met à se déplacer en travelling. Une caméra en travelling, ça se prévoit. Il faut qu'il y ait un travelling avant. Donc ça veut dire qu'en réalité, il a déjà prévu qu'il y aura un travelling. Donc ça veut dire que ce geste qu'il fait à vélo n'est pas un geste spontané, c'est tout prévu. C'est d'ailleurs probablement le plus angoissant en réalité. C'est qu'il n'a pratiquement pas de liberté. Disney est un être contraint de la seconde à laquelle il se réveille à la seconde à laquelle il se couche. Disney sera l'acteur de la vie de Walt Disney. Diane, donc sa fille, lui pose la question, alors que je ne sais plus, elle a 7-8 ans, elle lui demande s'il est Walt Disney, le vrai Walt Disney. Il répond oui, bien sûr, je suis ton père, tu sais bien que je suis Walt Disney. Et elle lui demande un autographe.
C'est-à-dire que pour elle, il y a deux personnages, mais il y en a un, son père, mais qu'elle voit peu, et puis il y a Walt Disney, qui est déjà, au moment où elle grandit, très célèbre. Ses enfants ont gardé une sorte d'admiration, mais avec une sorte de distance. Quand j'ai rencontré Diane Disney, effectivement, elle parlait de son père comme une sorte de personnage de légende, et on avait un peu de mal à comprendre que c'était son père, en réalité. Avec Cendrillon en 1950 ou Peter Pan en 1953, les équipes de Disney prouvent qu'elles sont toujours capables d'émerveiller le monde entier. Mais Walt, lui, ne s'intéresse plus vraiment à tout ça. Il souffre au quotidien de douleurs physiques, se sent de nouveau déprimé et il cherche désespérément un exutoire à son angoisse. Le premier qu'il invente est ce que tout enfant appelle un doudou et les psychanalystes un objet transitionnel. L'objet transitionnel permet à l'enfant de trouver autour de lui une présence rassurante, semblable à celle de sa mère. Disney décide de s'offrir un doudou à taille d'homme. C'est drôle, hein. Dans Citizen Kane, Orson Welles fait le portrait d'un homme ultra puissant qui ne rêve que d'une seule chose, c'est de retrouver la luge qu'il avait quand il était gamin. Eh bien, Disney, lui, son rêve, il a une forme, un petit train à vapeur. Ça peut paraître dérisoire, c'est un jouet de milliardaire évidemment, mais dans sa toute-puissance, Disney va accéder à son rêve en disant « Je vais construire mon petit train ». Un train modèle réduit, mais sur lequel il pourra monter. Et où le construit-il ? Dans une reproduction de la grange de son enfance, bâtie derrière sa maison. Un train et Marceline, les deux marqueurs de son enfance évanouie. Et miracle, le train réveille en lui la flamme endormie, mobilisant de nouveau son énergie. Trônant fièrement sur sa locomotive, roulant des heures entières sur son circuit, il reprend goût à la vie et conçoit alors un deuxième exutoire à son angoisse, un spectaculaire terrain de jeu cette fois. Disneyland. 30 ans plus tôt, il avait plongé une petite fille en chair et en os dans des dessins animés. Cette fois, il a voulu aller plus loin qu'Alice dans la traversée du miroir et s'immerger avec des centaines de milliers d'autres personnes dans un monde imaginaire, semblable à Peter Pan, entraînant Wendy et ses frères à Neverland, cette île merveilleuse où existe la perfection qu'on recherche en vain sur Terre, ce monde voué à la jeunesse où vivent les garçons perdus, ceux qui sont tombés de leur landau et que personne n'a réclamé au bout de 7 jours. Comme à l'ordinaire, plus proche du capitaine Crochet que de Peter Pan, ces banquiers avaient jugé le projet irréalisable. Mais une nouvelle fois, Disney n'en avait eu cure, réussissant à obtenir le soutien d'une puissante chaîne de télévision, ABC, qu'il avait convaincu de financer en grande partie le parc, lui promettant en échange de se transformer en animateur et de présenter lui-même des dizaines d'heures d'émissions. Walt Disney exulte. Il a enfin inscrit dans le réel sa vision idéalisée de l'enfance et plus généralement du monde. Le parc fourmille de références à Marceline, mais aussi à l'Amérique enchanteresse, harmonieuse et pacifiée dont il a toujours rêvé. On est dans l'idée d'une réassurance, d'un réconfort, d'un bonheur. Quentin Bajac, commissaire de l'exposition Dreamlands au Centre Pompidou. On est dans une éviction de tout ce qui pourrait paraître bizarre et étrange. Donc on est véritablement dans une esthétique qui a été pensée souvent comme d'une certaine manière anti-moderne, le moderne ayant mis en avant l'étrange, le bizarre, le fantastique, le petit décalage par rapport au quotidien. Ici, on est vraiment dans cette esthétique d'un réenchantement du quotidien une fois qu'on a traversé les portes du parc. Il replie la réalité à l'intérieur de son parc. D'ailleurs, John Hench, qui était son henchman, donc son sbire principal, l'architecte vraiment des parcs, avait inventé un système pour briser la ligne d'horizon. C'est-à-dire que l'horizon n'existe pas à Disneyland. L'horizon est sous le parc et il a créé une ligne d'horizon artificielle qui est représentée par les buildings et les arbres. Quand on en est à briser l'horizon, c'est que là, on a un vrai problème, quoi. C'est-à-dire qu'on est en train de faire des boules en fait, on fait comme des boules souvenirs, en fait, quoi. Et ces boules souvenirs, c'est des boules lui, comme ça, qu'il mettait, il peuplait et repliait la réalité à l'intérieur. Et c'est lui partout.
C'est quelqu'un qui veut créer des mondes clos. Une des premières choses qu'il dit, c'est « je veux cette ceinture, ce train qui englobe et qui va évidemment desservir un certain nombre des aires du parc, mais qui va aussi signifier la clôture, le monde clos ». Donc il y a cette idée d'une utopie, d'un monde clos, refermé et autosuffisant. Dans ce monde clos et autosuffisant, Disney accueille les personnalités les plus prestigieuses, y compris les chefs d'État du monde entier. Sa popularité est au maximum, tout le monde le connaît parce qu'effectivement, il est tous les dimanches à la télévision et on l'appelle Oncle Walt. Sébastien Durand, auteur de Storytelling. C'est l'oncle de la nation américaine et donc on l'approche et on lui dit « mais pourquoi vous ne faites pas de la politique ?» Et il répond « mais pourquoi voudriez-vous que je fasse de la politique ? Pourquoi voudriez-vous que je devienne gouverneur alors que je suis déjà roi de Disneyland ?» Et au-delà de la boutade, la phrase, elle est signifiante parce qu'en fait, être roi à Disneyland, ou en tout cas diriger Disneyland, c'est pouvoir faire exactement ce qu'il veut à Disneyland. C'est choisir la largeur de la route, des trottoirs, c'est décider de la hauteur des maisons. Et ça, c'est quelque chose que, même dans une démocratie, personne n'a jamais un pouvoir tel qu'il peut décider de tout pour la vie des gens. Et chez Walt Disney, c'était important, à un moment, quand vous entriez dans Disneyland, il fallait que tout soit sous son contrôle. Petit détail très important, dans les parcs d'attractions, les personnages, vous les voyez, Mickey, Dingo, etc., c'est interprété évidemment par des figurants, ces personnages n'ont pas le droit de parler. Jamais. Vous les verrez vous prendre par les bras, ils se prendront en photo, etc. Mais l'univers de Disney est tellement contrôlé que la parole, c'est lui, c'est la société Disney, les personnages ne sont que des apparences. Lorsque le terme de Disneyfication arrive, il arrive déjà avec une connotation un peu péjorative. Cette idée finalement que ce monde englobant est un monde aussi où le visiteur est considéré avant tout comme un consommateur et où finalement la liberté qu'on lui offre est une liberté très, très contrôlée et très conditionnée. Le parallèle entre l'île des plaisirs dans Pinocchio avec les enfants qui se transforment en ânes et Disneyland, pour moi, il est très clair. À un moment donné, il tombe sur ce renard et ce chat qui l'emmènent sur Pleasure Island, qui est une île en fait où les enfants qui ont fugué, les enfants qui sont dans la rue, les enfants de pauvres, les enfants brigands, tout ce qu'on veut, finissent. Et c'est un endroit magique où les enfants sont rois. Sauf qu'il y a un prix à payer pour être enfant roi, c'est qu'à un moment donné, on se transforme en bourrique. Et d'ailleurs, il y a cette scène absolument terrifiante. C'est la scène où on voit la transformation du pote de Pinocchio en âne sur le mur, en ombre chinoise. C'est terrifiant. Et ils se transforment en ânes et après ils sont mis dans des cages en fait et ils sont emmenés pour servir d'esclaves dans des mines. Bon, c'est littéralement un parc d'attraction que dans Pinocchio. Hein. C'est littéralement un endroit où on transforme les enfants en abrutis et en esclaves. Consciemment bien sûr, transformer ses visiteurs en esclaves, ce n'était pas ce que souhaitait Disney. Lui pensait au contraire qu'en les protégeant du réel, il préparait au mieux les Américains et tous les autres habitants de la Terre à vivre dans le XXIe siècle. Le XXIe siècle, les États-Unis y pensent et l'on voit apparaître ici ou là des villes du futur comme Levittown où Disney se rend à plusieurs reprises. Des villes nouvelles, des maisons modernes où la télévision est reine et le plastique un demi-dieu. Et si, ne se contentant pas de créer un parc d'attractions où l'on ne fait que passer, Disney préparait lui aussi le monde de demain, en créant une cité idéale où l'on s'installerait pour y être heureux pendant plusieurs décennies. Disney appelle cette dernière folie Epcot, un acronyme à la hauteur de son ambition. En français, prototype expérimental de la communauté du futur. Et c'est donc une ville, une vraie ville de 20 000 habitants, une ville d'ailleurs qui est très inspirée de ces parcs d'attractions, avec des zones, des endroits pour habiter, des endroits pour travailler, des zones pour le divertissement. C'est une ville piétonne, ou en tout cas la circulation automobile s'effectue en sous-sol. Et c'est une ville futuriste, marquée par les nouvelles technologies, dont le centre est surmonté d'un dôme géant dans lequel le climat est contrôlé. Donc c'est une ville qui se veut modèle, c'est une ville qui se veut une sorte de contre-modèle du développement délirant des villes américaines dans les années 50 et 60. Et c'est une ville évidemment qui se veut à l'écart de tous les problèmes de la société américaine de la période.
Dans cette ville modèle, Walt Disney voulait essentiellement de jeunes actifs, on va le dire, je suppose, blancs. Donc on est tout de même dans l'Amérique des années 50 et des années 60. Walt Disney ne souhaitait pas en effet de retraités, il souhaitait essentiellement des familles, de jeunes parents. Donc on est en effet très loin d'une ville représentative de la diversité de la société américaine. Epcot, la cité du bonheur, remplie d'Américains productifs et disciplinés. Epcot, un monde sous cloche, protégé des intempéries comme de la méchanceté et de la violence. Epcot, c'était le moment où s'est formée la première idée d'alliance entre les puissances de l'imaginaire et la société répressive. Et c'est la mise au pas, finalement, de la société civile par l'imagination. Et donc c'était la synthèse de la propagande américaine et de l'organisation de l'imaginaire par Walt Disney. Epcot, la dernière utopie de Walt à laquelle il tiendra jusqu'à sa mort comme à la prunelle de ses yeux, parce que ni Blanche-Neige, ni Fantasia, ni Disneyland, ni aucune de ses créations n'avait jusqu'alors réussi à apaiser le désir qu'il avait en lui d'un autre monde. Les derniers jours de sa vie, presque même les dernières heures, il est allongé sur son lit à l'hôpital. Il est très très faible, mais il est en train de travailler sur ce qui devait être son plus grand rêve. Et donc il fait installer sur le plafond de la chambre le plan masse du futur Epcot. Et quand son frère vient le voir, Roy, ou sa femme, ses filles, et avec le bâton, il indique sur le plafond des endroits où il y aura telle chose, où il y aura des bureaux, où il y aura cette zone-là. Et à un moment, il désigne un endroit spécifique. Et lorsqu'on lui demande ce que c'est, il dit c'est le banc où Liliane et moi, nous irons nous asseoir quand Epcot sera terminé pour voir passer les gens. Sur ce banc, jamais Disney ne viendra s'asseoir. En octobre 1966, il se sent mal. Il est essoufflé, n'arrive plus à respirer. Les médecins découvrent une masse au niveau du poumon. Lui, le fumeur invétéré, qui avait toujours enchaîné frénétiquement les cigarettes quand il était en création, et il était tout le temps en création, a un cancer. Il est âgé de 65 ans, il se veut optimiste, mais le pronostic est mauvais. « 14 décembre 1966. La nuit tombe, et comme chaque soir, c'est l'heure pour la belle au bois dormant de fermer les yeux et pour le parc de s'éteindre. Mais cette fois, à l'hôpital Saint-Joseph de Burbank, c'est aussi le moment pour Disney de s'effacer. Quelques mois plus tôt, John Lennon avait fait scandale en affirmant que les Beatles étaient désormais plus populaires que Jésus-Christ. Il n'avait pas pris le risque de se comparer à Disney ou à Mickey, et il avait bien fait. L'ascendant de la petite souris et de son créateur était autrement plus fort que le sien. Et on en mesure encore les effets, 120 ans après la naissance du petit fermier de Marceline, qui passa sa vie à rêver et à monter dans des trains pour fuir la réalité. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Walt Disney, l'homme qui voulait changer le monde, est un podcast coproduit par Initial Studio et Morgan Productions, adapté du documentaire audiovisuel Walt Disney, le rêveur éveillé, produit par Morgan Productions. Cet épisode a été écrit par Gérard Miller, Anaïs Feuillette et Coralie Miller. Il a été réalisé par Gérard Miller et Anaïs Feuillette. Musique originale de Clément Chassin. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Cypriane Ligère. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.